Quand on critique la réforme, on nous dit vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Et par contre, quand d'autres personnes disent du bien de la réforme, là, on abonde dans Non, mais depuis ce matin, on sait à peu près. On va en parler tout à l'heure, mais on sait à peu près depuis ce matin. Attendez, il y a une espèce de louvoiement du gouvernement qui, lorsqu'on critique, on dit vous savez rien, mais quand on dit des bonnes choses sur la réforme, on dit bon, c'est parfait. La deuxième chose, c'est que ça fait partie quand même des grandes traditions de mobilisation sociale dans notre pays. Il y a dans notre pays effectivement des salariés qui appartiennent à des entreprises publiques dont le statut permet effectivement a permis d'avoir ces conquêtes sociales. Si aujourd'hui on travaille 35 heures par semaine, si on a des congés payés, si on ne peut pas être viré n'importe comment, si on ne travaille pas 15 heures par jour, c'est parce que justement, à un moment de l'histoire, des gens se sont mobilisés, ils ont pu le faire, et par percolation, en fait, ce que ces gens obtiennent, ça finit par irriguer l'ensemble du droit social, de la protection sociale Donc du pays. Donc vous êtes pour le maintien des régimes spéciaux Attendez, je ne suis pas pour le maintien des régimes spéciaux, mais enfin, ceux qui nous expliquent, les macronistes qui nous expliquent qu'un type qui part à la retraite avec 2500 € par mois, c'est un privilégié, mais enfin, qui commence à balayer... J'ai pas entendu dire ça, mais... Qui commence à balayer on doit pas regarder le même chaîne. Je voudrais juste savoir clairement si vous êtes pour le maintien des régimes spéciaux. Ma question est simple, c'est oui ou non, et vous m'expliquez. Il y a effectivement certains régimes spéciaux qui doivent être... Je sais pas, vous êtes pour la réforme du régime spécial des militaires, des flics, des gendarmes, des pompiers. Tous les régimes spéciaux ne sont pas à jeter à la poubelle. Et celui de la SNCF et de la RATP, on le garde? Ceux de la SNCF et de la RATP, il faut regarder. Mais je veux dire, on ne peut pas considérer, si vous voulez, que les régimes spéciaux en tant que tels, c'est des privilèges. Que les gens qui imposent cette réforme sous prétexte qu'il y a des privilégiés commencent par s'appliquer cette réforme à eux-mêmes. Des régimes spéciaux, il y en a, de l'oligarchie dirigeante. Les anciens présidents de la République qui ont des retraites faramineuses, un mec comme Valéry Giscard d'Estaing, il a coûté 95 millions d'euros à la société depuis qu'il a cessé ses fonctions. Un mec, l'ancien président, vous l'appelez un mec. Vous avez aussi les députés, les sénateurs, les députés, les députés, c'est fait. Sans parler des retraites chapeaux des salariés des dirigeants du privé. Enfin, les privilégiés dans ce pays. Moi, je veux bien qu'il y ait une nuit du 4 août, si vous voulez. Pas de problème pour moi. Mais il faut commencer par une nuit du 4 août pour tout le monde. Pas stigmatiser, puisque c'est le mot préféré des macronistes, la stigmatisation. On ne peut pas stigmatiser une catégorie qui n'est pas plus privilégiée que d'autres, et en oubliant les gigantesques privilèges que ceux qui dirigent s'octroient depuis 40 ans. Représentant de la majorité, je voudrais juste vous poser une question. Vous nous expliquez que la réforme des retraites va améliorer le sort des retraités, c'est une bonne réforme positive, etc. Vous êtes d'accord avec ça? Alors pourquoi est-ce qu'on n'applique pas pour les générations qui sont nées après 75? Non mais attendez. Pourquoi est-ce qu'on fait cette réforme? Répondez à cette question. Pourquoi est-ce qu'on attend la génération de 75 pour l'appliquer si c'est si formidable? Parce que, attendez, je comprends rien. Attendez, je comprends pas. Ça veut dire, vous dites, pourquoi est-ce qu'on l'applique pour la génération après 75 et pas celle d'avant? Non mais pourquoi est-ce qu'on fait cette réforme? Exactement. Exactement. Vous dites, si la réforme est formidable, non mais attendez, si la réforme est formidable, dans ce cas-là, il faut l'appliquer dès que possible. Attendez, pourquoi est-ce qu'on fait cette réforme? Ils ont parlé de 2025, maintenant il est question de 2037. Pourquoi vous la retardez si c'est si magnifique? Le déficit n'est pas si urgent puisque le Conseil d'orientation des retraites nous dit qu'en 2025, il sera probablement situé entre 12 et 17 milliards. Même si on prend l'hypothèse la plus haute, c'est-à-dire 17 milliards par rapport à des recettes du système de retraite qui s'évaluent entre 320 et 325 milliards d'euros, ne nous dites pas que le déficit est abyssal, c'est pas vrai. Donc il n'y a aucune urgence. Vous voulez revenir à la retraite à 60 ans. Donc il n'y a aucune urgence, le système est parfaitement financé. Bravo. Par rapport au déficit et à la dette publique. Dites-le à vos électeurs que vous voulez revenir à la retraite. Laissez-moi parler, je ne vous ai pas interrompu. Par rapport au déficit et à la dette que votre politique occasionne depuis 2017, le déficit des régimes des retraites est minimal. Ça c'est la première chose. Je suis d'accord avec vous. Le régime nécessite. Vous voulez accentuer le régime nécessite une réforme systémique, mais la seule réforme systémique, c'est pas une réforme comptable qui consiste à déshabiller Paul pour habiller Pierre. C'est une réforme systémique qui concerne l'économie. Le financement des retraites se fait dans l'économie. Tant que la machine de l'économie n'est pas relancée, tant que vous n'avez pas une politique de redressement productif permettant de mettre les gens au travail, nous avons créé 800 000 emplois en 2 ans et à l'économie de créer suffisamment de richesses pour financer un modèle social certes ambitieux, mais auquel les Français sont attachés. Vous pouvez faire toutes les réformes paramétriques que vous voulez, et même systémiques comptablement. Non, alors, les jugulaires, juste de terminer, les jugulaires du système de retraite, c'est l'économie et la natalité. Oui, si vous ne vous attaquez pas à ça, c'est pour ça que toutes les réformes qui ont été conduites depuis 40 ans n'ont rien donné, vous l'avez dit vous-même. Alors moi, j'ai des inégalités, mais pourquoi toujours résoudre les inégalités par le bas? Pourquoi niveler par le bas? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous pose une question. Vous me dites que le système de retraite par points va garantir les retraites et garantir les pensions. Comment vous expliquez que dans tous les pays où ça a été mis en place, je parle de la Suède, du Canada, de l'Australie, ça a occasionné une baisse des pensions de retraite?
Comment vous l'expliquez ça? Et parce que le système suédois n'est pas le même que celui que nous mettons en deuxième place. point. Le troisième et la différence, c'est qu'au système suédois, le point peut baisser. Or, vous nous dites que le point ne pourra jamais baisser. D'abord, les points. Il vient de me dire que ce serait garanti. Ça sera la règle d'or qui sera dans la loi. Je suis désolé. Non, ça sera d'abord. C'est pas possible de garantir ça dans la loi. Après, vous pouvez contester la loi. Non, les promesses n'engagent que ceux qui les le régime suédois, il repose sur 3 piliers. Il y a effectivement le régime par points. Il a mis 10 ans d'ailleurs, il a mis en place. 10 ans. Pas 17 mois, 10 ans. Bon. Il régime par points. Régime par capitalisation, parce qu'il y a une part de capitalisation qui a d'ailleurs failli s'effondrer en Suède au moment de la crise. Non, pas de régime par capitalisation dans le régime universel. Au final. Et troisième point, un régime qui consolide l'ensemble du système, le troisième pilier, qui est un régime par entreprise. Donc c'est pas du tout comparable à celui. Jean Messia, mais quand on vous dit que le point ne baissera jamais, c'est un engagement ferme. Pourquoi vous ne croyez pas? Mais parce que le point d'indice de la fonction publique, qui est exactement le même principe, c'est un espèce de bouton nucléaire sur lequel on peut appuyer et fixer d'un coup toute la valeur des retraites qui est distribuée. Mais on vous dit que ça ne baissera pas. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous avons un taux d'endettement public tel et nous avons un taux de dépenses publiques tel qu'il serait particulièrement tentant pour le gouvernement, peut-être pas de le baisser en valeur nominale, mais en valeur réelle, c'est-à-dire de le désindexer. Le point d'indice de la fonction publique ça veut dire changer les règles. Mais ça, ça voudra dire changer les règles. Le point d'indice de la fonction publique est gelé depuis 6 ans, personne ne se l'était ému. Pour revenir sur l'histoire des régimes spéciaux, parce qu'au départ, vous nous avez dit la retraite, cette réforme ne fera aucun perdant. Ça a été le discours pendant des mois. Et puis on a découvert qu'il y avait des perdants, les enseignants, les infirmières. Alors vous avez dit, ok, on va prendre en compte leur salaire, peut-être par des hausses de salaire, peut-être par une prise en compte par l'État des cotisations, pour faire en sorte qu'ils ne perdent pas. Donc il y a bien des perdants. La deuxième chose, c'est que les régimes spéciaux, dans la plupart des cas, ça fait partie d'un package. C'est-à-dire que si les gens acceptent de commencer à 1 000 euros ou à 1 200 euros ou à 1 300 euros, et en fin de carrière de terminer à 1 800 ou 1 900 euros par rapport à une carrière qui a duré X années, on leur donne effectivement ce plus qui leur permet de partir plus tôt à la retraite. Alors moi, je veux bien que vous me remettiez à plat les services, les régimes spéciaux et que vous les écrasiez dans le régime général. Mais dans ce cas-là, compenser et reconsidérer le package entier de ces gens-là qui ne sont pas des privilégiés. C'est précisément ce qu'a annoncé pour les enseignants Jean-Michel Blanquer. Et vous les financez comment? Parce que si vous augmentez les salaires, comment vous financez ça alors qu'on est à 100% de dette sur PIB et que la trajectoire budgétaire que vous avez transmise à Bruxelles il y a 3 ans est en train complètement de dérailler avec tout l'argent que vous avez distribué.